Écrivain, dramaturge, biographe, Stefan Zweig, né en 1881 à Vienne, a fui le nazisme et s'est exilé à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, Souvenir d'un Européen, livre nostalgique, testament d'un monde qui n'est plus, témoignage sidéré d'un homme qui reçoit de plein fouet ce qu'il appelle l'échec de la civilisation. Stefan Zweig se suicide en 1942. Le Monde d'hier sera publié en 1944. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. 10e épisode, l'agonie de la paix. Le soleil de Rome est couché. Notre jour est passé. Nuages, brumes et dangers, accourez. Notre œuvre est terminée. Shakespeare, Julius César. Pas plus qu'en son temps Sorrente pour Gorky, l'Angleterre ne signifia pour moi un exil durant les premières années. L'Autriche continuait à exister, même après sa révolution, et l'essai que firent peu après les nationaux socialistes de tirer à eux le pays par un coup de main et l'assassinat de Dollfuss. L'agonie de ma patrie devait encore durer 4 ans. Je pouvais à toute heure rentrer chez moi, je n'étais pas banni, je n'étais pas proscrit. Mes livres étaient encore intacts dans ma maison de Salzbourg, j'avais encore mon passeport autrichien. La patrie était encore ma patrie, j'y étais encore citoyen, citoyen en possession de tous mes droits. Cette affreuse condition d'apatride, qu'on ne saurait expliquer à qui ne l'a pas vécue, n'était pas encore la mienne. Ce sentiment qui broie les nerfs, de tituber dans le vide les yeux ouverts et de savoir que partout où on a pris pied, on peut être à chaque instant refoulé. Mais je n'en étais encore qu'au tout premier commencement. Ce fut quand même une autre arrivée quand, à la fin de février 1934, je débarquai à Victoria. On voit avec d'autres yeux une ville où l'on est résolu à rester que celle où l'on aborde qu'en hôte de passage. Je ne savais pas pour combien de temps j'habiterais Londres. J'hésite à relater en détail ces années 1934 à 1940 en Angleterre, car je me rapproche déjà de notre temps, et nous les avons tous vécus à peu près de la même façon, avec la même inquiétude exaspérée par la radio et le journal, avec les mêmes espérances et les mêmes soucis. Aujourd'hui, nous pensons tous avec fort peu d'orgueil à l'aveuglement politique de ces années-là, et reconnaissons avec horreur où il nous a menés. Qui voudrait expliquer devrait accuser, et qui d'entre nous en aurait le droit? Et de plus, ma vie en Angleterre ne fut qu'une longue réserve. Bien que j'eusse conscience de ma sottise de ne pouvoir dompter une gêne aussi superflue, je vécus, durant toutes ces années de demi-exil et d'exil véritable, privé de toute franche sociabilité, par la folle pensée qu'il ne m'était pas permis de me mêler à la conversation en pays étranger quand on discutait de notre époque. Je n'avais rien pu faire en Autriche contre l'ineptie des milieux dirigeants. Comment aurais-je pu l'essayer ici, où je me sentais l'hôte de cette bonne île et savais fort bien que si, avec notre connaissance claire et mieux informée, je faisais allusion au danger dont Hitler menaçait le monde, on croirait cette opinion dictée par l'intérêt personnel. Certes, il était dur parfois de serrer les lèvres en présence de fautes manifestes. Il était douloureux de voir que la vertu maîtresse des Anglais, leur loyauté, leur volonté sincère d'accorder d'abord leur confiance à chacun sans exiger de preuves de sa bonne foi, était justement exploitée à des fins détestables par une propagande qui était un chef-d'œuvre de mise en scène. Sans trêve, on vous leurrait de promesses. On assurait que de toute évidence Hitler songeait seulement à tirer à lui les Allemands des territoires voisins, qu'il serait dès lors satisfait,
et qu'en témoignage de reconnaissance, il extirperait le bolchevisme. Cet appât produisait admirablement son effet. Hitler n'avait qu'à prononcer le mot de paix dans un de ses discours pour que les journaux applaudissent avec chaleur, oubliant tout le passé, sans se demander pourquoi l'Allemagne armait si furieusement. Des touristes qui revenaient de Berlin, où l'on avait pris la précaution de les guider et de les envelopper de flatteries, vantaient l'ordre et son nouveau maître. Peu à peu, on se mettait tout doucement, en Angleterre, à approuver comme justifiées ses prétentions à une grande Allemagne. Personne ne comprenait que l'Autriche était la clé de voûte de l'édifice, et que si on la faisait sauter, l'Europe s'écroulerait nécessairement. Quant à moi, je considérais la naïveté, la généreuse confiance avec laquelle les Anglais et leurs chefs se laissaient abuser, avec les yeux brûlants de celui qui, dans son pays, avait vu de près les visages des troupes d'assaut, qui les avait entendus chanter « Aujourd'hui l'Allemagne nous appartient, demain ce sera le monde entier ». Plus la tension politique s'accentuait, plus j'évitais toutes les conversations et de façon générale toute action publique. L'Angleterre est le seul pays de l'ancien monde où je n'ai jamais publié dans aucun journal un article lié à l'actualité, où je n'ai jamais parlé à la radio, où je n'ai jamais pris part à une discussion publique. J'y ai vécu plus anonyme dans mon petit appartement que 30 ans auparavant, l'étudiant que j'étais dans le sien à Vienne. Je n'ai donc nul droit de décrire l'Angleterre en témoin irrécusable, d'autant moins que j'ai dû m'avouer ensuite qu'avant la guerre, je n'avais jamais vraiment reconnu la force la plus profonde de l'Angleterre, cette force qui se contient tout en elle-même et ne se dévoile qu'à l'heure du plus grand danger. Peut-être trouvera-t-on que c'était un patriotisme mesquin qui, dans cette somme immense de dangers s'étendant de la Chine jusqu'à l'Ebre et au Manzanares, me faisait m'occuper tout particulièrement de l'Autriche. Mais je savais que le sort de toute l'Europe était lié à ce petit pays qui par hasard était ma patrie. Si, portant un regard en arrière, on essaie de mettre en évidence les fautes commises après la Première Guerre mondiale, on reconnaîtra que la plus grave a été que les hommes politiques, les Européens aussi bien que les Américains, n'ont pas exécuté le plan simple et clair de Wilson, mais l'ont mutilé. Son idée était de donner la liberté et l'indépendance aux petites nations. Mais il avait justement reconnu que cette liberté et cette indépendance ne pouvaient être sauvegardées que par un lien qui rassemblerait tous les États, petits et grands, dans une unité supérieure. En ne réalisant pas cette organisation supérieure, la véritable, l'entière société des nations, et en s'en tenant à l'autre partie du programme, la liberté et l'indépendance, on créa, au lieu de l'apaisement, une perpétuelle inquiétude. Nous autres, Autrichiens, étions les seuls à savoir avec quelle avidité, aiguillonnée par le ressentiment, Hitler convoitait Vienne, cette ville qu'il avait vue dans la pire misère et où il voulait entrer en triomphateur. Mon dernier voyage en Autriche ne fut motivé par rien d'autre que par un tel accès spontané d'angoisse intime devant la catastrophe qui se rapprochait sans cesse. J'avais séjourné à Vienne en automne 1937 pour rendre visite à ma vieille mère, et je n'avais plus rien à y faire pour assez longtemps. Rien d'urgent ne m'y appelait. Un jour, vers midi, peu de semaines après, ce devait être vers la fin de novembre, comme je rentrais chez moi en passant par Regent Street, je m'achetai en passant l'Evening Standard. C'était le jour où Lord Halifax se rendait en avion à Berlin afin de tenter pour la première fois de négocier personnellement avec Hitler. Dans cette édition de l'Evening Standard étaient énumérés en première page, je les vois encore distinctement devant moi, le texte était imprimé en caractères gras sur la colonne de droite, les divers points sur lesquels Halifax prétendait aboutir à une entente avec Hitler. Parmi eux se trouvait aussi le paragraphe relatif à l'Autriche.
et entre les lignes je lus, ou je crus lire, le sacrifice de l'Autriche, car enfin, que pouvait signifier d'autre une explication avec Hitler? Vraie ou fausse, la nouvelle m'excitait comme nulle autre ne l'avait fait depuis des années, car je savais que, même si elle ne se confirmait qu'en partie, c'était le commencement de la fin, que la pierre angulaire se détachait de la muraille, et que la muraille tomberait avec elle. Je revins aussitôt sur mes pas, sautai dans le premier autobus où je lus Victoria Station et me rendis aux Imperial Airways pour demander s'il y avait encore une place disponible dans l'avion du lendemain matin. Je voulais revoir encore une fois ma vieille mère, ma famille, ma patrie. Par un heureux hasard, j'obtins mon billet, jetai à la hâte quelques objets dans ma valise et volai vers Vienne. Mes amis s'étonnèrent de me voir revenir si tôt et si subitement. Mais comme ils se moquèrent de moi quand je leur dis mon inquiétude, j'avais lu et écrit trop d'ouvrages historiques pour ne pas savoir que la grande masse roule toujours immédiatement du côté où se trouve le centre de gravité de la puissance du moment. Je savais que ces voix qui criaient aujourd'hui « Heil Schussnick » hurleraient demain « Heil Hitler ». Mais tous ceux avec qui je parlais à Vienne montraient une sincère insouciance. Ils s'invitaient mutuellement en smoking et en frac à des soirées, sans se douter qu'ils porteraient bientôt la tenue des détenus des camps de concentration. Ils prenaient d'assaut les magasins pour les achats de Noël destinés à leur belle maison, sans se douter que peu de mois après on les leur prendrait et les pillerait. Et cette éternelle insouciance de la vieille Vienne, que j'avais tant aimée jusque-là et dont je traîne à vrai dire la nostalgie à travers toute mon existence, cette insouciance que le poète national des Viennois a un jour ramassée en un axiome concis, « Il ne peut rien t'arriver », pour la première fois me faisait mal. Mais peut-être après tout étaient-ils plus sages que moi, tous mes amis de Vienne, car ils ne souffrirent tous les maux que quand ils fondirent réellement sur eux, tandis que moi, j'ai souffert par avance de mon malheur en imagination, puis une seconde fois en réalité. Toujours est-il que je ne les comprenais plus et ne pouvais me faire comprendre d'eux. Après le deuxième jour, je n'avertis plus personne. Pourquoi troubler des gens qui ne veulent pas se laisser inquiéter? Je croyais avoir éprouvé par avance tout ce qui pourrait arriver d'épouvantable si Hitler réalisait son rêve de haine et occupait en triomphateur la ville de Vienne qu'il avait repoussée, jeune homme pauvre et sans succès. Mais comme mon imagination, comme toute imagination humaine, se révéla hésitante, étroite, pitoyable au regard de l'inhumanité qui se déchaîna ce 13 mars 1938, jour où l'Autriche, et avec elle toute l'Europe, fut livrée en proie à la violence nue. Maintenant, le masque tombait. Les autres États ayant ouvertement montré leur crainte, la brutalité n'avait plus à s'imposer aucune retenue morale. Elle n'usait plus, que comptait l'Angleterre, la France, que comptait le monde, du prétexte des marxistes qu'il fallait éliminer politiquement. Maintenant, on ne se bornait pas à voler et à piller, mais on laissait libre cours à tous les désirs de vengeance privée. Des professeurs d'université étaient forcés de frotter de leurs mains nues le pavé des rues. De pieux vieillards juifs étaient traînés au temple et contraints par de jeunes braillards à faire des génuflexions et à crier en chœur « Heil Hitler ». Dans les rues, on attrapait comme des lièvres quantité d'innocents, qu'on menait curer les lieux d'aisance dans les casernes des SA. Tout ce qu'une imagination d'une saleté morbide avait inventé au cours de nombreuses nuits dans une orgie de haine se déchaînait au grand jour. Qu'ils fissent irruption dans les appartements et arrachassent leurs boucles d'oreilles à des femmes tremblantes, de tels excès avaient pu se produire il y a des siècles dans les guerres du Moyen-Âge, à l'occasion des pillages des villes. Ce qui était nouveau, c'était le plaisir éhonté de tourmenter en public, de martyriser les âmes, d'infliger des humiliations raffinées.
Tout cela a été attesté non pas par un témoin isolé, mais par des milliers de personnes qui ont subi ces traitements. Et une époque plus tranquille, qui ne sera pas comme la nôtre, accablée de lassitude morale, lira avec un frisson d'horreur les crimes perpétrés au XXe siècle dans cette ville de culture par un seul homme enragé de haine. Car c'est là le triomphe le plus diabolique de Hitler au milieu de ses victoires militaires et politiques. Cet homme à lui seul a réussi, par une constante surenchère, à émousser toute notion du droit. Avant cet ordre nouveau, le meurtre d'un seul homme, sans la sentence d'un tribunal et sans raison apparente, bouleversait le monde. La torture était jugée inconcevable au XXe siècle. On appelait encore clairement les expropriations vol et rapine. Mais maintenant, après toutes les nuits de la Saint-Barthélemy qui se suivent sans interruption, après les tortures à mort infligées journellement dans les cellules des SA et derrière les fils de fer barbelés, que compte encore une injustice isolée et la souffrance terrestre? En 1938, après les événements d'Autriche, notre monde s'était déjà accoutumé à l'inhumanité, à l'injustice et à la brutalité, comme jamais il ne l'avait fait auparavant pendant des centaines d'années. Tandis qu'autrefois ce qui s'est produit dans cette malheureuse ville de Vienne aurait suffi à faire mettre les criminels au banc de l'humanité, la conscience universelle se tut en cette année 1938, où se borna à murmurer un peu avant d'oublier et de pardonner. Au cours de ces mois, j'avais quitté Londres et m'étais retiré à la campagne, à Bath. Jamais dans ma vie je n'avais éprouvé plus cruellement l'impuissance de l'homme face aux événements mondiaux. De nouveau, je faisais mes préparatifs en vue d'un voyage estival. Le congrès du Pen Club devait avoir lieu à Stockholm dans la première semaine de septembre 1939, et les camarades suédois m'avaient invité en qualité de convive honoraire, puisque être amphibie, je ne pouvais plus représenter aucune nation. Pour midi, pour le soir, toutes mes heures de ces semaines à venir étaient déjà réglées d'avance par mes aimables hôtes. Depuis longtemps, j'avais commandé ma place sur le bateau, quand les nouvelles alarmantes d'une mobilisation prochaine se mirent à se bousculer avec une affolante rapidité. Selon toutes les lois de la raison, j'aurais dû maintenant me hâter d'emballer mes livres, mes manuscrits, et de quitter l'Angleterre comme un pays belligérant possible. Mais quelque chose d'inexplicable en moi m'empêchait de chercher le salut dans la fuite. Faisons face au temps comme il vient et change, me disais-je avec Shakespeare. Je restai donc. Je voulais quand même essayer de mettre d'abord en ordre, autant qu'il se pouvait, mon existence bourgeoise tout extérieure, et comme j'avais l'intention de contracter un second mariage, ne pas perdre un instant, afin de ne pas être séparé pour longtemps de la future compagne de ma vie par un internement ou d'autres mesures imprévisibles. Je me rendis donc un matin, c'était le 1er septembre, un vendredi, à l'état civil de Bath pour annoncer mon mariage. Il devait être 11 heures environ quand la porte de la pièce voisine s'ouvrit brusquement. Un jeune employé se précipita à l'intérieur, endossant son habit tout en marchant. « Les Allemands ont envahi la Pologne !» s'écria-t-il dans la pièce silencieuse. « C'est la guerre !» Le mot tomba comme un coup de marteau sur mon cœur. Mais le cœur de notre génération est déjà habitué à toutes sortes de coups violents. « Ce n'est pas encore nécessairement la guerre, dis-je avec une sincère conviction. » Mais l'employé était exaspéré. « Non !» cria-t-il avec violence. « Nous en avons assez. On ne peut pas laisser cela recommencer tous les 6 mois. À présent, il faut qu'on en finisse. » Cependant, l'autre employé, qui avait commencé à rédiger notre acte de mariage, avait posé sa plume d'un air pensif. Il réfléchit qu'après tout, nous étions étrangers, et qu'en cas de guerre, nous deviendrions automatiquement des étrangers ennemis. Il ne savait pas si la conclusion d'un mariage pouvait encore être autorisée en pareil cas. Il regrettait, mais il voulait en tout cas demander des instructions à Londres. Suivirent encore 2 jours d'attente, d'espoir, de crainte,
2 jours de la plus affreuse tension. Le dimanche matin, la radio annonçait la nouvelle que l'Angleterre avait déclaré la guerre à l'Allemagne. Je passais dans ma chambre et serrais mes effets dans une petite malle. Si les prédictions d'un de mes amis, qui occupait une situation élevée, se confirmaient, les Autrichiens en Angleterre seraient assimilés aux Allemands et devaient s'attendre aux mêmes restrictions de leur liberté. De nouveau, j'avais chu d'1 degré. Depuis 1 heure, je n'étais plus seulement un étranger dans ce pays, mais un ennemi alien, un étranger ennemi. Brutalement banni et rejeté vers un lieu pour lequel ne battait pas mon cœur palpitant. Pouvait-on imaginer en effet situation plus absurde? Un homme repoussé depuis longtemps d'une Allemagne qu'il avait stigmatisé comme anti-allemand, en raison de sa race et de sa manière de penser, était forcé d'adhérer, dans un autre pays, en vertu d'un décret de bureaucrate, à une communauté à laquelle, en sa qualité d'Autrichien, il n'avait jamais appartenu. D'un trait de plume, on avait transformé le sens de toute une vie en un non-sens. J'écrivais, je pensais toujours en langue allemande, mais chaque pensée, chaque vœu que je formais, appartenait au pays qui était sous les armes pour la liberté du monde. Une fois encore, afin de jeter un dernier regard à la paix, je descendis en ville. Elle reposait tranquillement dans la lumière de midi et ne me sembla pas différente de ce qu'elle avait toujours été. Les gens allaient leur chemin ordinaire de leur pas ordinaire. Ils ne se pressaient pas, ils ne s'assemblaient pas pour bavarder. Leur tenue était dominicale, calme et paisible, et un instant je me demandais, est-ce qu'après tout ils ne le savent pas encore? Mon cœur palpitant sentait toute la guerre passée dans celle qui commençait ce jour-là et qui dérobait encore au regard ce qu'elle avait d'épouvantable. Et je savais que de nouveau, tout le passé était bien passé, que tout ce qui avait été fait était réduit à néant. L'Europe, notre patrie, pour laquelle nous avions vécu, était détruite pour un temps qui s'étendrait bien au-delà de notre vie. Le soleil brillait, vif et plein. Comme je m'en retournais, je remarquai soudain mon ombre devant moi, comme j'avais vu l'ombre de l'autre guerre derrière la guerre actuelle. Elle ne m'a plus quitté depuis lors, cette ombre de la guerre. Elle a voilé de deuil chacune de mes pensées, de jour et de nuit. Peut-être sa sombre silhouette apparaît-elle aussi dans bien des pages de ce livre. Mais toute ombre, en dernier lieu, est pourtant aussi fille de la lumière. Et seul celui qui a connu la clarté et les ténèbres, la guerre et la paix, la grandeur et la décadence, a vraiment vécu. C'était Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Traduction, Serge Niemetz. 10e épisode, L'agonie de la paix. Prise de son, Stéphane Desmond. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière.